Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Les juges ont ordonné la remise en liberté immédiate des deux accusés. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Enfin au Gabon, le retour à Libreville, la capitale du président Ali Bongo, après sa convalescence au Maroc. Il va assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue. La Cour pénale internationale a donc décidé aujourd'hui de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. La Cour pénale internationale a également ordonné la liberté immédiate de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Retour sur le verdict du juge Kuno Tarfusser. La Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c du statut. Plusieurs étapes ont marqué le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette affaire s'est ouverte officiellement le 28 janvier 2016. Les deux hommes étaient accusés de crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Les explications détaillées de Sidonie Davila. Novembre 2011, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est envoyé à la Cour pénale internationale, CPI. En 2012, commence son procès, marqué par la présentation des charges retenues contre l'ancien président ivoirien. Des charges qui vont de la commission des crimes de guerre aux crimes contre l'humanité. En janvier 2013, au Ghana, l'ex-leader des Jeunes Patriotes et ministre de la Jeunesse est arrêté et transféré à La Haye en mars 2014. Le dossier de Laurent Gbagbo est joint à celui de Charles Blé Goudé en mars 2015, car selon la CPI, les rôles des accusés dans les crimes présumés commis lors de la crise post-électorale de 2010 sont liés. 4 chefs d'accusation sont donc retenus contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Mais les co-accusés ont choisi de plaider non coupables. Le procès contre Laurent Gbagbo s'est officiellement ouvert le 28 janvier 2016 après une longue phase préliminaire. L'instruction du dossier a duré 1 an. 22 000 pages de preuves et de déclarations d'une centaine de témoins ont été examinées. Malgré les témoignages recueillis, le bureau de la procureure Fatou Bensouda a été renvoyé une fois pour insuffisance de preuves tangibles pouvant démontrer la culpabilité de l'ancien président ivoirien dans les faits reprochés. Plusieurs autres témoins à charge vont se succéder au tribunal de La Haye. Parmi eux, des témoins clés dont les généraux de l'armée ivoirienne Philippe Mangou, Dogbo Blé, Kassaraté Edouard, Mathias Doué, Guébi Point, Bredoumbia. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a aussi été interrompu à plusieurs reprises. Débuté en octobre 2018, le bureau du procureur a soutenu que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, étaient responsables de la gestion de la crise post-électorale. L'accusation avait démontré qu'il y a eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. Reporté pour une énième fois, le procès de ces responsables politiques ivoiriens a repris le 12 novembre dernier.
La défense, dans son plaidoyer, a demandé l'acquittement de ses clients, défendant que la procureure n'a pu prouver l'existence d'un plan de nature illégale ou criminelle donné par les accusés. À côté de cela, la défense a déposé au moins plus d'une dizaine de demandes de liberté provisoire. Ces demandes, refusées au motif que sa détention demeure la seule garantie de la participation de l'ancien président à son procès. La Cour dénonce par ailleurs l'existence d'un réseau de partisans qui pourrait aider Laurent Gbagbo à échapper à la justice. Après le réquisitoire du bureau de la procureure et la plaidoirie de la défense, la Cour pénale internationale a repris le jeudi 13 novembre l'examen du dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'audience est tenue sur une demande de remise en liberté provisoire pour l'ex-chef d'État ivoirien et de son ministre de la Jeunesse. Les avocats et les familles politiques de ces deux détenus sont désormais fixés sur le sort des accusés à l'issue des délibérations des juges. Voilà, nous allons revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions avec bien sûr la réaction des populations. En Côte d'Ivoire, les préparatifs du Sénat, ils s'accélèrent. Le président Jeannot Ahoussou-Kouadio a engagé récemment ses collaborateurs à relever les défis et remplir leur mission première, notamment le vote de la loi et le contrôle de l'action gouvernementale. Les explications de Mahama Traoré. En 2019, les 66 sénateurs devraient pouvoir légiférer. Les négociations pour la formation des différents groupes parlementaires préalables à la mise en place des commissions avancent, selon le secrétaire général du Sénat. Pour l'instant, nous avons le groupe parlementaire PDCI qui s'est constitué. Le RHDP est en voie de constituer son groupe parlementaire et nous disons qu'à l'issue de ce processus-là, naturellement, nous devons pouvoir être en mesure de mettre en place nos organes. Si les blocages sont levés, la deuxième chambre du Parlement pourra statuer sur des projets de loi lors de la prochaine session parlementaire prévue s'ouvrir en avril prochain. Nous retenons que les sénateurs sont prêts pour faire le travail que les Ivoiriens attendent d'eux. Nous avons beaucoup de défis. L'année 2019 est une année charnière. J'exhorte tout le monde à avoir beaucoup de sagesse, de mesure, de retenue dans ce qu'on dit, parce que nous n'avons que la Côte d'Ivoire comme héritage commun. Pour Jeannot Kouadio Ahoussou, le Sénat doit pleinement œuvrer à la consolidation de la démocratie et répondre ainsi aux attentes des Ivoiriens. J'ai foi, et je l'exprime avec mon cœur, que ces divergences politiques prendront fin. Et comme nous avons su si bien le faire, nous mettre ensemble pour bâtir notre pays. La seule mission, le seul rôle que nous avions aujourd'hui, vous, les sénateurs, en particulier, hommes d'expérience, hommes de sagesse, hommes de science, notre responsabilité est très grande. Malgré les blocages enregistrés en 2018, le Sénat a pu se doter d'un règlement qui comprend 29 chapitres et 163 articles. On poursuit avec cette activité du ministère de la Communication et des Médias. Le ministre Sidi Touré a procédé hier à une visite contrôle des affichages publicitaires de certains sites dans le district d'Abidjan. Au terme de cette visite, Sidi Touré s'est engagé à renforcer l'action du Conseil supérieur de la publicité en vue de mieux assainir le milieu. Le ministère de la Communication et des Médias veut en finir définitivement avec l'anarchie dans le secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan. Le ministre Sidi Touré a fait le tour de certains sites d'affichage de la capitale économique. Cette visite lui permet de savoir qu'il existe de mauvais et bons élèves en la matière. Au nombre des exemples à suivre, l'axe de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, les panneaux respectent une distance de 150 mètres, le double de la norme. Et donc on peut dire que cette voie sur l'aéroport est plus ou moins assainie. Elle est assainie. Elle est assainie. Et même quand on regarde bien l'axe, on voit que non, les professionnels sont en train de faire un effort de modernisation. Oui. Parce que ils ont amélioré quand même les dispositifs qui sont là. Bon, lui, c'est un panneau traditionnel. Et quand on le passe, on voit que celui qui est juste derrière
il a un panneau moderne. En dehors de ces sites, les autres visités, Gonzague-Ville, Cocody, Espace 331, Rue des Jardins, Échangeur d'Adjamé et l'entrée du plateau au niveau de l'AIP, agence ivoirienne de presse, sont considérés comme de mauvais exemples. Nous avons environ une dizaine de panneaux. Ça ne devait même pas se faire. D'abord, par rapport à la voie, dans une cour. Oui. Ensuite, il n'y a pas de distance entre les différents panneaux. L'interdistance n'est pas respectée. Et puis bon, aussi, je suis convaincu du fait que si on va un peu plus loin, ce sont des régies qui n'ont pas eu d'autorisation pour poser les panneaux. Parce qu'on ne peut pas leur permettre de les poser aussi de façon aussi proche. Le ministre Sidiki Moko Touré, à l'issue de la visite, affiche sa détermination à assainir le secteur. S'il faut saluer le dynamisme de ce secteur qui est appréciable, nous avons malheureusement le regret de constater que beaucoup d'acteurs agissent un peu dans l'illégalité. Et ne respectent pas les termes et les règles qui régissent l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi relever que le Conseil supérieur de la publicité est la seule institution qui autorise, après un processus bien connu de tous les différents acteurs, qui autorise la pose des différentes affiches. Nous avons décidé dorénavant de sévir. Le CSP, Conseil supérieur de la publicité, se donne 6 mois pour sensibiliser les opérateurs du secteur avant de passer à la phase de répression. Autre actualité nationale, 2500 emplois directs en Côte d'Ivoire, et cela grâce à 2 entreprises nouvellement agréées au village des technologies de l'information et de la biotechnologie, le VICTIB. On en parle avec Cheikh Koné. Elles sont les toutes premières entreprises à obtenir leurs agréments d'implantation au village des technologies de l'information et de la biotechnologie VICTIB de Grand Bassam pour cette année 2019. À travers la signature de ces parapheurs, le VICTIB vient matérialiser de façon solennelle l'accord donné à ces 2 structures, dont une grande entreprise et une start-up. Une expression de la facilitation de l'accès à cette zone franche pour tous. La zone franche est une réalité pour toute entreprise TIC ou biotech qui vraiment veut venir s'installer ici à Bassam. Nous accueillons une start-up qui a de grandes ambitions. Nous avons taillé sur mesure un programme qui s'appelle Pépinière, qui permet donc à des entreprises de cette taille-là de postuler à la zone franche et de bénéficier de tous les avantages fiscaux et douaniers de la zone franche, comme le font d'autres grandes entreprises. Pour ces structures spécialisées, pour l'une dans la finance technologique et pour l'autre dans la conception et la fabrication de produits électriques et télécoms, l'installation au VICTIB permettra d'accroître leur compétitivité. Le VICTIB représente aujourd'hui un espace de travail, un espace qui permettra à notre groupe de rentabiliser ses investissements, d'être productif, et ceci pour la Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région. Je pense que pour une PME, une start-up qui commence, elle a besoin quand même d'un cadre où elle peut s'épanouir, grandir, et puis ensuite faire face, à tout ce qui a imposition. Créé en 2006 sur une superficie de 700 hectares, le VICTIB compte à ce jour une trentaine d'entreprises pour environ 1000 emplois créés. Ces entreprises nouvellement agréées prévoient démarrer leurs travaux d'implantation dès ce premier trimestre. Santé, il faut réduire le nombre de décès maternels en Côte d'Ivoire. Les chiffres sont en effet à la hausse. De 780 en 2017, ils passent à 1002 en 2018, et cela en milieu hospitalier. Pour remédier à ce problème, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique élabore actuellement un plan d'action opérationnel. Il s'agit notamment de renforcer les soins obstétricaux, néonataux ainsi que les infrastructures sanitaires. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. En 2018, 1002 décès maternels sont enregistrés dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, contre 780 en 2017. Un taux d'augmentation de 28,48% qui emmène le gouvernement à prendre des mesures correctives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré une centaine d'acteurs nationaux et internationaux en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel pour réduire les chiffres. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le renforcement des structures sanitaires et la fourniture de soins de santé de qualité ont été évoqués. Il nous a demandé de renforcer la vaccination, fournir des soins de qualité et également d'offrir la gratuité des soins
à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les tranches vulnérables de la population. Dans le cadre du programme présidentiel, la construction, l'équipement et la réhabilitation des établissements sanitaires, c'est plus de 833 milliards qui sont prévus pour les 3 ans. La question de la mortalité maternelle, néonatale et infantile reste une préoccupation en Afrique de l'Ouest, selon l'OMS. L'organisation se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour trouver des solutions adéquates. On s'est rendu compte qu'il faut rendre le sang disponible là où il faut. Il y a aussi la question des ressources humaines en santé et leur répartition et la qualité. La question du plateau technique qu'il faut compléter. La question aussi des moyens de transport, parce qu'il faut qu'on arrive à évacuer très rapidement les femmes qui sont en urgence. Et tout cela est compris dans le plan social du gouvernement. Nous savons où se trouvent les besoins et nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons les normes, nous avons les comparaisons avec les autres pays. Qu'est-ce qu'on a fait mieux ailleurs qu'on peut reproduire en Côte d'Ivoire à court terme? Nous allons verser toutes ces expériences dans la réflexion et aboutir à un plan ivoirien faisable. Les recommandations issues de cette rencontre de travail qui s'étend sur 3 jours devront être appuyées par le ministère de tutelle en vue d'améliorer les indicateurs du couple mère-enfant. Fini les rumeurs, il n'y aura pas d'augmentation des frais de consultation dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a rencontré hier les membres de l'association des cliniques privées, les syndicats de médecins et autres responsables du secteur. Augmentation ou pas des tarifs des actes médicaux pratiqués dans les cliniques privées en Côte d'Ivoire? La réponse du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est sans équivoque. Il n'en est rien. Depuis un moment, nous avons mis en place donc un système de concertation avec l'association des cliniques privées, avec le syndicat des médecins, le syndicat des dentistes et les ordres, pour que ensemble, dans une démarche participative, nous trouvions les voies et moyens pour que des tarifs consensuels soient trouvés pour que les populations puissent se soigner. Il n'est nullement question d'augmentation du tarif. Pour le ministre de la Santé, la modification des frais de consultation observés dans les cliniques privées depuis le 1er janvier 2019 n'est pas une augmentation. Les barèmes des honoraires et actes médicaux pratiqués par les organisations et syndicats médicaux privés de la santé sont ceux en vigueur depuis le 1er mai 1998, assure Aka Awele. Le problème est que, d'une structure privée à une autre, les tarifs diffèrent, un désordre auquel le ministre veut mettre un terme. Notre souci, c'est d'arriver à une harmonisation des tarifs dans l'intérêt de la profession, mais également dans l'intérêt des malades. En attendant de trouver un consensus sur les barèmes des honoraires et actes médicaux, le ministre en appelle à la responsabilité et à l'humanisme des responsables des établissements sanitaires privés. Voilà, on faisait le point avec Guy Roger Nguessan et Grace Kando. À présent, ce communiqué du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Conformément aux instructions de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder dans le cadre du programme social du gouvernement à la baisse du tarif social de l'électricité de 20%. Un arrêté interministériel a été pris le 2 janvier 2019. Cette mesure va permettre à environ 850 000 familles à faible revenu, abonnées au tarif domestique social 5 ampères, de bénéficier d'une réduction de 20% du prix du kilowattheure de leur facture. La mise en œuvre de cette réforme est effective à compter de la facturation du mois de janvier 2019. Cette baisse de tarifs s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement envers les populations de la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 14 janvier 2019, signé le ministre Abdourahmane Cissé. Plus de 200 acteurs de développement local ont reçu hier à Abidjan 2 manuels de planification territoriale. Il s'agit de mettre à la disposition des élus, des décideurs et praticiens engagés dans le développement local des outils de planification
en vue de les aider à élaborer leur schéma et plan de développement. On en parle avec l'enseignant Bakayoko. Les élus locaux ne sont pas toujours outillés pour faire véritablement participer les populations au choix et à la gestion des projets de développement qui les concernent. D'où la nécessité pour le gouvernement de leur mettre à disposition 2 instruments, à savoir le guide pratique de planification locale participative et le manuel de procédure d'élaboration et de mise en œuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Alors, ces manuels présentent les différentes étapes d'élaboration d'un plan de développement local, tous les acteurs qu'il faut impliquer dans le processus, mais également toutes les activités à mener, de sorte à ce que les collectivités elles-mêmes puissent élaborer leurs outils de planification et impulser le développement qui est attendu de ces territoires-là. Sensibilisés à l'utilisation de ces 2 manuels édités, les acteurs du développement local se félicitent de cette boussole destinée à mieux orienter les investissements. Nous, dans les petites communes, on ne connaît pas nos ressources réelles. Si nous avons un manuel qui nous permet de partir de la réalité pour nous projeter dans l'avenir et créer des ressources ou aller en chercher, mais c'est tout aussi bien. Malgré leur disponibilité, les collectivités décentralisées ont besoin d'une collaboration mieux maîtrisée avec l'administration centrale. Nous avons demandé qu'il y ait une plus grande synergie entre la planification au plan national et la planification au plan local. Et nous espérons que cette transmission définitive, aussi bien des compétences que des moyens de la compétence, sera une réalité dans toute sa plénitude. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 31 régions et 192 communes. La politique de décentralisation en vigueur devrait déboucher sur un développement équilibré de l'ensemble du pays. Dans l'actualité nationale également, ce forum pour inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé cette rencontre au lycée technique de Cocody. Cette première édition a réuni plus de 500 participants et exposants venus de toutes les directions régionales de l'éducation nationale. On fait le point avec Patricia Omouetia. Un accueil en fanfare avec les élèves du collège Anador, suivi de l'Abidjanaise, interprété ici par le groupe scolaire Saint-Louis de Yopougon pour ouvrir le premier forum national de l'éducation entrepreneuriale. Une cérémonie organisée par la direction de la vie scolaire pour célébrer les micro-projets des entreprises scolaires. Dehors, des stands dressés pour permettre aux visiteurs de découvrir le savoir-faire des élèves. Des écoliers de l'école primaire Sodepam de Dabou ont réalisé un projet de fabrication de savon liquide. Quand les apprenants du lycée municipal ont misé sur le cinéma, la lutte contre la maltraitance des enfants a fait l'objet d'un film. Des écoliers d'Abongwa 4 ont appris la cacaoculture et l'élevage. Depuis mon enfance, depuis que je suis bébé, je veux être pilote. Mais comme j'ai aussi une passion de l'élevage, après l'activité du pilotage, je veux avoir au moins une activité d'entrepreneuriat, chez moi à la maison ou chez moi au village. La ministre de l'Éducation nationale, à l'ouverture officielle de ce forum, a apprécié le savoir-faire des élèves. Car pour elle, l'entrepreneuriat est une question nationale qui vise à stimuler l'esprit d'initiative. Nous avons initié ce premier forum national sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire pour répondre aux recommandations du chef de l'État qui voudrait une jeunesse nouvelle, une jeunesse entreprenante. Cela leur donne cette culture entrepreneuriale, cela leur permettra vraiment de créer des entreprises, mais aussi employer d'autres jeunes. Devant la faiblesse de l'offre d'emploi dans le monde, cet espace permet de célébrer les micro-projets des entreprises scolaires, valorisant ainsi leurs compétences et leur niveau d'autonomisation. Des panels et conférences étaient au menu de ce forum national. 4 salles de classe et 750 tables bancs pour l'école primaire publique Kokrenou, mairie de Yamoussoukro, dans le centre du pays. C'est un don du conseil municipal. Cette action, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement ivoirien. À l'issue de la première session du conseil municipal de Yamoussoukro, récemment installé,
Les priorités sont connues, au nombre desquelles le renforcement de la cohésion sociale, la mise en œuvre des actions dans les domaines de l'éducation, la santé, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Pour joindre l'acte à la parole, 4 salles de classe et 750 tables bancs ont été offerts à la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Yamoussoukro. Chers écoliers et écolières, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus marcher jusqu'à 3 km pour aller à l'école. Vous allez rester ici. Vous n'avez plus d'esprit pour dire que je ne vais pas à l'école. Chers parents d'élèves, ensemble, essayons de donner une éducation propre à nos enfants, à nos petits-enfants, pour qu'ensemble, nous construisons Yamoussoukro. Pour les acteurs du système éducatif, c'est un acte qui arrive à point nommé. Kokrenou, quartier bénéficiaire, a des déficits d'établissements scolaires. Habituellement, il partait au groupe scolaire de fondation. Ce qui fait que le pourcentage de réussite était très faible. Il y a des gens même qui abandonnaient l'école parce que la distance était longue. Avec toutes ces classes, et maintenant voilà arrivé un lot de bancs. Donc la population de Kokrenou vous dit vraiment merci. La municipalité ne compte pas s'arrêter là. Afin de juguler le problème d'effectifs pléthoriques, dans les salles de classe, environ 90 écoliers au CP1 et 75 au CP2, 2 salles sont en construction. À terme, la mairie de Yamoussoukro prévoit offrir à l'EPP Kokrenou 10 salles de classe et des latrines. Ces actions s'inscrivent dans la politique sociale du gouvernement annoncée par le chef de l'État à l'occasion de la nouvelle année. Voilà des précisions de Walter Amadou Ouattara. Le président gabonais de retour aujourd'hui dans son pays, Ali Bongo, était en convalescence depuis décembre 2018 à Rabat au Maroc après un accident vasculaire cérébral. Le chef de l'État gabonais va assister aujourd'hui à la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement. Rappelons que la Cour pénale internationale a décidé aujourd'hui de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Les 2 hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Merci de nous avoir suivis.